incidences religieuses à l'époque moderne, les questions du blasphème, les questions aussi du secret et de la dissimulation et également du mensonge. Et il enseigne à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Voilà, alors j'ajouterai simplement que presque tout ce que je vous ai dit sur lui est vrai. Voilà. Voilà. On ne peut jamais savoir quand un menteur ment, surtout s'il dit qu'il dit la vérité. Bon, mais voilà, alors ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que merci d'être là, c'est que lorsqu'on traite aujourd'hui dans notre culture, des questions de véracité, de mensonge, de secret, de dissimulation, de simulation, de fraude, de ruse, de tromperie, de falsification. Voilà tout un ensemble de notions qui sont étroitement liées les unes aux autres et qu'en fait on peut difficilement aborder séparément. Il y a une constellation, disons une constellation sémantique, une constellation de notions relatives les unes aux autres. Et bien, lorsqu'on traite de ces notions aujourd'hui, et je dirais quelques points de vue que l'on adopte, politique, éthique, religieux, anthropologique, linguistique, sociologique, psychologique, on reste en fait foncièrement tributaire, même sans s'en apercevoir, d'une longue histoire, d'une fort longue histoire, et qui est impliquée dans les distinctions mêmes que nous établissons spontanément entre ces termes et ces notions. Et pour ce qui est de la notion ici centrale dans mon exposé d'aujourd'hui, donc la notion de mensonge, on peut parler, je crois, comme on le verra, de tradition occidentale et même chrétienne. C'est-à-dire, je crois que nous pouvons avancer que le mensonge tel que nous le concevons, et je reviendrai sur ce qu'on entend par là, ce qu'on a entendu par là et ce qu'on continue à entendre par là, que le mensonge est une invention, telle que donc nous le concevons, est une invention du christianisme. Et une notion que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sous la forme dont nous l'appréhendons dans aucune autre société. C'est, me semble-t-il, une leçon de l'anthropologie. Il est plus ou moins facile de traduire en toutes les langues et dans toutes les cultures des mots tels que ruse, tromperie, secret, mais il est beaucoup plus difficile de traduire le mot et l'idée de mensonge. Donc je vous propose de parcourir à grandes enjambées une histoire longue du mensonge en Occident. Mais bon, une petite introduction, une seconde introduction, je crois qu'il est utile de commencer par constater que dans la manière dont se manifestent les tendances lourdes des opinions communes et dominantes sur ces questions, et là je veux dire qu'elles se donnent ou non la caution d'un savoir spécialisé, il est clair que nous sommes, nous aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, les enfants de l'esprit et des philosophes des Lumières, les enfants de Rousseau en particulier, mais aussi de Kant et de Benjamin Constant. J'évoquerai à nouveau ces noms, qui du reste séparent d'ailleurs d'importantes divergences conceptuelles. Pourquoi je dis ça? Parce que l'idée tellement partagée aujourd'hui selon laquelle la transparence en tout domaine est préférable au secret, l'idée, il y a un ensemble d'idées en fait qui sont reliées les unes aux autres. L'idée de l'illégitimité du mensonge politique, conçu comme un obstacle majeur à la démocratie, cette autre idée du caractère spontanément pathologique, nocif, attribué au non-dit dans la vie psychique et sociale,
l'exaltation d'une éthique de la sincérité et de l'authenticité également, tout cela nous vient en droite ligne du XVIIIe siècle, de l'éthique poétique des Lumières, si vous voulez, dont est d'ailleurs aussi issue la manière dont nous pensons le droit, et de manière quelque peu d'ailleurs contradictoire, le droit des individus à la protection de leur vie privée contre les intrusions du regard et du contrôle public comme l'un des droits civiques fondamentaux. En ceci aussi, nous sommes les héritiers des Lumières. Donc il y a ce double héritage des Lumières, cette tension, je dirais, entre devoir moral de véracité, sinon de transparence, et droit des individus au secret privé, mais aussi reconnaissance d'une légitimité du secret dans l'action politique. Mais plus que de tension, il faut bien parler de contradiction. Il faut bien parler de contradiction dès lors que l'idéologie de la transparence généralisée ne cesse de se heurter à la reconnaissance de zones de secret légitimes dans l'État, voir par exemple les réactions des citoyens lorsque les services secrets de leur État se montrent défaillants, dans le monde économique, la lutte contre l'espionnage industriel par exemple, et surtout dans la vie des individus eux-mêmes, le droit à la vie privée que je viens d'évoquer. En politique, le problème est plus aigu dès lors qu'on le considère comme étant en fait déjà réglé. C'est-à-dire, il est entendu, le plus communément, qu'il ne saurait y avoir de mensonge légitime en politique, de mensonge défendable ou même excusable dans la vie publique, parce que le mensonge dont les citoyens sont victimes de la part de leurs dirigeants, de leurs gouvernants, met en cause les fondements même de la démocratie représentative. Il paraît évident que la représentation des citoyens par le mensonge ne saurait être que faussée, falsifiée, pervertie, dès lors que les représentants des citoyens mentent, les élus mentent publiquement, mentent. Pourtant, à la fois, on est tous prêts à reconnaître que la vérité effective de la chose, ça c'est la formule machiavélienne bien connue, est tout autre, c'est-à-dire tout le monde doit constater la persistance du mensonge et voilà, du secret, mais il faut bien distinguer les deux, on verra l'importance que cela peut bien avoir. Là même où le mensonge et le secret sont en principe et par principe sembleraient être proscrits, cela devrait au contraire nous conduire à envisager le problème, à affronter au moins le problème de la possibilité même d'un exercice du pouvoir politique, et d'ailleurs de tout pouvoir, qui pourrait, qui ferait l'économie de la falsification et de la réservation de l'information. C'est un problème crucial à mes yeux, un problème, un défi pour la démocratie, mais l'illusion de la démocratie représentative, de la représentation démocratique, ne peut peut-être, sans doute, être maintenue que dans le refoulement de ce problème. C'est-à-dire ce problème me paraît foncièrement refoulé. Et il est d'abord très important
de bien voir, malgré leur lien évident, que la question du mensonge politique et celle du secret politique sont bien distinctes, comme je l'ai déjà évoqué, mais avec la question cruciale qui se pose de savoir s'il est possible de préserver des secrets dont la légitimité reçoit une approbation consensuelle, et si cette légitimité, s'il y a légitimité, parce que là, les choses sont en train d'évoluer très rapidement, ce qui était hier encore évident ne l'est plus aujourd'hui avec Wikileaks et Anonymous. Il est important de savoir s'il est possible de préserver des secrets légitimes sans avoir recours à des mensonges illégitimes, par principe. Le mensonge étant en démocratie illégitime par principe. Il n'en demeure pas moins qu'on assiste aujourd'hui à une dérive qui tend à la confusion du secret et du mensonge, à la perception du secret comme une forme, voire comme le fond même du mensonge. Je vous en prie. Je vous en prie. Le mensonge est tout autant que le secret appréhendé d'ailleurs aujourd'hui de manière paradoxale. Il est fermement rejeté en tant que le mensonge, donc en tant qu'il viole le droit des individus à la vérité, sous quelque rapport que ce soit, en tant que citoyen, administré, malade, consommateur, etc. Et tout à la fois, la pratique du mensonge, à peine déguisée sous des mots sans connotation morale négative, est professée en de multiples domaines. Il en est, par exemple, très souvent question, sous le terme neutre, de communication. Et ça a commencé par le langage politique, et la politique même, qui reste peut-être le lieu de prédilection du mensonge, mais pas unique, le commerce, les médias, etc., etc. Alors, bien sûr, il faut tenir compte de ces déguisements sémantiques riches de sens. On ne parle pas de mensonge, mais on use d'euphémismes, on parle de communication, on parle d'éléments de langage, etc. Et évidemment, il faut se demander pourquoi on n'appelle pas un chat un chat. Et il faut également tenir compte du fait que toute forme de procédure déceptive, là j'utilise le terme déceptif au sens étymologique de la déception comme tromperie, donc au sens latin, qui se trouve être aussi le sens anglais, donc c'est à la fois du latin et du franglais, que toute procédure déceptive n'est pas mensongère, dire au sens strict du mensonge que l'on verra. Donc, procédure déceptive, je veux dire visant à tromper, c'est ça qu'il s'agit. Donc, la distinction importante entre la tromperie et le mensonge, même s'il ne saurait y avoir de mensonge sans tromperie, j'y reviendrai. Et ça, c'est une chose qui est rarement mise en avant. Et pourtant, cette distinction-là que j'évoque, c'est une distinction qui a une grande importance dans la théorie morale chez saint Thomas d'Aquin, par exemple, et chez d'autres. En tout cas, ce sont des distinctions fort anciennes, mais elles sont aujourd'hui rendues presque impossibles par la confusion entre taire, dire à demi-mot et mentir. Donc cette tendance à confondre, foncière, à confondre finalement la fin des fins, le secret et le mensonge. Mais au-delà, on doit bien constater l'étrange, la surprenante valorisation de ce que Hannah Arendt, dans un texte fameux du mensonge à la violence, qui était un texte consacré d'Hannah Arendt, consacré au mensonge totalitaire, mensonge, la pratique du mensonge dans les régimes totalitaires, et c'est ce qu'elle appelle le mensonge en plein jour. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus fréquent de trouver
Donc c'est une contradiction tellement énorme par rapport à cette idéologie de la transparence généralisée. Il est de plus en plus fréquent de trouver l'expression d'une sorte de spectacularisation du mensonge, c'est-à-dire d'un mensonge entièrement décomplexé, si on peut dire, qui se justifie par le seul fait d'être prononcé en pleine lumière sous le regard de tous, hein, jusqu'à se faire passer pour l'apothéose spectaculaire du principe de transparence. La guerre contre le terrorisme, divers aléas de l'affairisme, hein, qu'on se souvienne du mensonge de bonne foi de Bernard Tapie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est extraordinaire, mensonge de bonne foi. La télé-réalité, prétendue telle, eh bien, en donne toutes ces choses-là. Guerre contre lui, bon, je pourrais prendre d'autres exemples, mais guerre contre le terrorisme, affairisme, télé-réalité, on donne tous les jours de brillants exemples. Voilà, alors c'est un peu pour débrouiller l'écheveau des confusions entretenues dans les discours, pour mieux envisager donc notre relation sur ces questions aux lumières dont j'ai dit que nous étions les héritiers, et pour comprendre ce qui continue à travailler sous cet héritage, le double fond de l'Antiquité gréco-latine et la culture judéo-chrétienne, qu'il ne me semble pas inutile de donner quelques jalons d'une histoire des termes et des concepts. Alors, comme je sais que cela a été exposé dans une conférence précédente, je vais aller très vite sur les Grecs, pour simplement rappeler que chez les Grecs n'avaient qu'un mot pour dire le mensonge, l'erreur et la fausseté, et c'était le pseudos. Pseudos, dans le monde hellénique, une condamnation morale du pseudos comme tel, en tant que tel, n'aurait pas eu de sens. Tout dépend de ses conditions et de ses usages. Alors, bon, il faut au moins rappeler les élaborations théoriques de Platon sur les bons usages du pseudos, hein, qui seront invoqués positivement de manière récurrente dans l'histoire occidentale jusqu'au XXe siècle, bon, comme par un penseur politique comme Léo Strauss, par exemple. Hein. Avec, bon, ces expressions fameuses de Platon, les mensonges en parole, hein, c'est-à-dire le mensonge qui n'est que dans les mots, hein, distinct des mensonges en vérité, qui affectent comme méconnaissance et erreur l'esprit qui les formule. Et ces mensonges en parole qui sont utiles et même nécessaires, absolument nécessaires dans la vie publique, et en particulier, tout d'abord, dans tout ce qui relève de la guerre, de la stratégie. Mais ils sont également, ces mensonges en parole, chez Platon, un remède, pharmacon, à l'égard des amis. Je cite la République, le deuxième livre de la République, quand la fureur ou la démence les porterait à quelque mauvaise action, etc. Et Platon également est connu pour avoir forgé la notion, dans le même sens, ou à peu près, de noble mensonge. C'est une affaire de traduction, on peut traduire autrement, mais au sujet des mythes et des falsifications fondatrices de la cité sous le gouvernement des philosophes. Je cite la République, le troisième livre de la République. Quand par suite de l'ignorance nous sommes des faits authentiques du passé, nous conformons autant que possible le mensonge à la vérité, ne rendons-nous pas par là le mensonge utile. Bon, voilà une appréhension positive du mensonge, pas systématique bien entendu, mais dans les cas et d'autres, je passe très vite, que j'ai signalés. Appréhension positive du mensonge, de la ruse et de la tromperie, orientée vers le vrai et le bien, qui va rester largement active dans la patristique grecque. Jean Chrysostome, par exemple, déclare une tromperie faite à propos, le kairos apathé, apathé c'est la tromperie, une tromperie faite à propos et dans une pensée droite présente un tel avantage que bien des gens ont souvent été punis
pour n'en avoir pas usé. Et encore, ce n'est pas seulement à la guerre, mais aussi en temps de paix, que l'utilité de la tromperie s'avère grande et nécessaire, et non pas seulement quand il s'agit des affaires de la ville, mais encore à la maison, le mari à l'égard de sa femme, la femme à l'égard du mari, le père à l'égard de son fils, l'ami à l'égard de l'ami, et même les enfants à l'égard de leur père, du sacerdoce Jean Chrysostome. Et dans le gouvernement ecclésiastique, mensonges utiles et belles tromperies font partie de ce que l'on appelait, ce que les pères grecs appellent l'économie. Rien à voir avec le sens actuel. L'économie est une notion fondamentale de l'Église d'Orient, traduite par le latin dispensatio, et qui signifie à la fois accommodement et gestion prévoyante, dans lequel la bonne tromperie joue un rôle très important. Et par exemple, c'est un exemple frappant, donc je vous le cite, Saint Jérôme, Jérôme de Stridon, donc le traducteur de la Bible en latin, parle de la dispensation il utilise la notion de dispensation, donc c'est sa manière de traduire le grec économie, pour rendre compte de l'incarnation de Jésus-Christ, qu'il interprète comme un certain type de simulation. Et je cite, il y a une simulation utile, dont l'histoire sainte donne de nombreux exemples. Aussi, je cite, n'est-il pas surprenant que des hommes justes et vertueux usent de simulation pour leur salut et celui des autres, puisque donc, à l'exemple puisque notre Seigneur lui-même, qui était sans péché et n'avait pas la chair du péché, a voulu cependant emporter l'apparence. C'est son commentaire sur l'épître de Paul aux Galates. Donc, Jésus qui prend l'apparence, qui n'avait pas la chair du péché, et qui a voulu cependant emporter l'apparence pour assurer le salut des hommes. Donc c'est l'incarnation comme dispensation divine, c'est-à-dire une simulation divine. Ce qui ne veut pas dire que Jésus, pour Jérôme, n'était pas un homme, n'était un homme qu'en apparence, attention. Jérôme ne tombe pas dans l'hérésie gnostique qui fut très répandue, selon laquelle Jésus n'aurait été qu'une pure simulation d'humanité. Il affirme bien que Jésus était homme et Dieu, mais que cette humanité de Jésus était en elle-même une simulation divine pour le rachat de l'humanité. Voilà, vous voyez un peu, le bon mensonge, là, joue même un rôle il se justifie de la conception théologique de l'incarnation. Donc, modèle biblique et christique qui permettait de rendre légitime par là même le mensonge officieux, le mensonge officieux. Ça, c'est une formule qui est restée, qui est demeurée, mendatium officiosum, et qui est le mensonge fait par devoir, c'est-à-dire le mensonge utilisé à bonne fin, le mensonge opportun et convenable en certaines situations, mais aussi, parce que le terme officiosus est ambigu, mensonge d'office, au sens de mensonge justifié par la fonction. Par exemple, la fonction pastorale, ou la fonction gouvernementale, ou bien encore la fonction médicale. Et ainsi, on a longtemps parlé du mensonge officieux. Alors, dans la patristique, on parle du mensonge officieux d'un évêque dont la rectitude morale n'est pas pour autant mise en cause, mais donc on parle de ses mensonges officieux, ou d'un mensonge officieux d'un gouvernant ou d'un général d'armée, ou de tout autre supérieur à l'égard de ses subordonnés, ou encore du mensonge officieux du médecin pour le salut, pour la santé de ses malades. Bon. Et ce mensonge officieux, donc, il va rester une référence dans la littérature morale chrétienne au long des siècles, mais généralement, alors il y a des exceptions notables, mais généralement pour être condamné. Parce que l'Église, sur ce point,
s'est rangé très largement à l'opinion de saint Augustin, d'Augustin d'Hippone, donc, qui est le grand contradicteur sur cette question, comme sur d'autres, de Jérôme que j'ai cité. Et pour Augustin, en effet, il ne saurait y avoir de bons mensonges. En aucune situation, de mensonges positifs, de bons mensonges, en aucune situation, pour aucune fin, aussi bonne soit la fin considérée, et cela même du fait même de la nature du mensonge. Le mensonge, en effet, consiste, selon la définition que donne Augustin dans son traité du mensonge. Augustin a écrit 2 petits traités entièrement consacrés au mensonge, du mensonge et contre le mensonge. Et en du mensonge, il définit le mensonge comme le fait de parler contre sa pensée, avec l'intention de tromper. Parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. Et le menteur, de ce fait, est un homme clivé, au cœur double. D'une part, ce qu'il pense vrai et qu'il tait, et ce qu'il pense faux et qu'il déclare. Et qui plus est, en vue d'induire autrui en erreur, de tromper autrui. Mais c'est essentiellement par sa duplicité que le menteur pêche contre Dieu, en même temps que par son désir de tromper. Pêche contre son semblable. Mais il pêche d'abord contre Dieu, du fait même de sa duplicité intérieure. Alors, cela ne veut pas dire, pour Augustin, pas du tout, qu'il faille dire la vérité en toute occasion. Certes pas. Et, cacher la vérité n'est pas menti. Voilà ce que dit Augustin, à plusieurs reprises. Et il prend l'exemple d'un homme qui avait le souvenir, lui-même a le souvenir des persécutions dont les chrétiens ont pu souffrir avant que l'empereur ne se convertisse. Et il savait donc qu'il y a de nombreuses situations où dire le vrai est criminel et revient à trahir autrui. Et Augustin rappelle l'histoire de l'évêque Firmus, je cite un beau passage, comme des hommes de main de l'empereur, non chrétien encore, envoyés par lui l'interroger sur un réfugié qu'il cachait de tous ses soins. Il leur répondit qu'il ne pouvait ni mentir, ni dénoncer cet homme. Il subit des supplices sans nombre. Entre parenthèses, c'est Augustin qui le dit, les empereurs n'étaient pas alors chrétiens, mais persévéra dans son opinion. D'ailleurs, la seule issue dans ces cas pour Augustin, où la charité et la véracité sont en conflit, eh bien, c'est de déclarer je sais, mais je ne parlerai pas. Alors, c'est une solution, en vérité, d'un extrême rigorisme, d'une extrême rigueur, mais terriblement coûteuse et finalement très risquée. Puisque comment savoir si l'on ne va pas finir par trahir sous les sévices. Alors, en réalité, Augustin indiquait bien dans son autre texte, Contre le mensonge, une solution moins astreignante, si je puis dire. À savoir le recours à des expressions équivoques qui induisent l'interlocuteur mal intentionné en erreur. Sans qu'il y ait mensonge. Et sans qu'il y ait mensonge, dès lors que ce qui est dit est vrai ou une partie de la vérité. De toute façon, certes, la vérité n'est pas due à qui la cherche pour faire le mal. Mais la vérité ne lui est pas due, mais ça n'autorise pas à ce qu'on puisse lui mentir. Par contre, si ce que l'on dit est conforme d'une façon ou d'une autre avec la vérité, alors on ne peut pas dénoncer, reprocher à celui qui utilise des formules équivoques d'être duplice, d'avoir le cœur double. Et Augustin prend l'exemple
qu'il va rendre fameux et qui va être repris pendant des siècles, d'Abraham, déclarant devant Pharaon, lequel Pharaon convoitait sa femme Sarah, et qui craignait de ce fait, là Abraham craignait de ce fait d'être tué si il disait la vérité, à savoir être l'époux de Sarah, déclare qu'elle est sa sœur et non sa femme. Et c'est assez troublant parce que cette déclaration, cette fausse déclaration, enfin fausse jusqu'à quel point, on va voir pourquoi elle n'est pas complètement fausse, eh bien Abraham la renouvelle dans une autre situation, il utilise le même stratagème devant Abimelech, donc 2 reprises dans l'Ancien Testament. Cette histoire de non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Alors la réponse n'était pas fausse, parce que Sarah était en effet quelque chose comme une demi-sœur, qui n'est pas du même sang, en même temps que son épouse. Et Augustin écrit, il tue donc quelque chose de vrai, sans dire quelque chose de faux, quand il tue épouse, et déclara, et dit sœur. Il n'y a pas donc mensonge lorsque l'on cache le vrai en faisant silence, mais lorsqu'on affirme le faux en parlant. Et alors, c'est à partir de ces textes d'Augustin que se développera d'abord dans les pénitentiels de la fin du Moyen-Âge et dans la casuistique du début de l'époque moderne, ce que l'on appelle la doctrine des équivoques, et qui consiste à dissimuler efficacement les vérités dommageables en exploitant l'ambiguïté des propositions. L'exemple qui revient toujours, c'est en latin, c'est non est qui. Voilà ce que déclare la personne avisée auquel on demande s'il cache, si elle dissimule un fugitif. Non est qui, il n'est pas ici, comprend l'enquêteur, mais la proposition peut aussi signifier en latin il ne mange pas ici. De sorte que l'équivocateur, en disant non est qui, alors que la personne est bien présente, hein, eh bien, donc, il ne contredit pas sa propre pensée, puisqu'il est vrai que la personne qu'il dissimule n'est pas en train de manger. Bon. C'est-à-dire, l'équivocateur pense ce qu'il dit, et donc ne ment pas. Mais il le pense en un sens différent de son interlocuteur, qui l'induit donc en erreur de manière passive. Alors la forme la plus radicale de cet art de la dissimulation sans mensonge est fournie par les restrictions mentales. Ça, c'est une formule que vous avez déjà entendue. Et ces restrictions mentales, bon alors, il y a un nom qu'il faut citer parce que c'est lui qui a formalisé les restrictions mentales, c'est le grand casuiste Martin Astilquet, au XVIe siècle, j'ai écrit son nom au tableau, et qui consiste à ceci. Le locuteur ajoute tout simplement à ce qu'il dit à haute voix, il ajoute une clause tacite, à voix basse si vous voulez, dans son esprit, qui change complètement le sens de ce qu'il déclare. Par exemple, il n'est pas ici, sous-entendu, pour autant que j'ai à vous le dire. Et voilà, alors, pour leurs très nombreux partisans au début de l'époque moderne, il y a énormément de textes qui défendent la pratique des équivoques et des restrictions mentales. Ces techniques d'équivocation et de restriction ne sont généralement licites qu'en des situations spécifiques où dire la vérité est moralement dommageable et où se taire équivaut à se trahir, ou trahir autrui. Donc pour préserver, par exemple, et au premier chef d'ailleurs, le secret inviolable de la confession devant un tribunal. Ça, c'était une situation dans laquelle les prêtres se retrouvaient assez souvent. Sauver la vie ou les biens d'un innocent, pour affronter des magistrats dont on ne reconnaît pas la justice,
lors de persécutions politico-religieuses, par exemple, pour se soustraire à une fiscalité jugée illégitime, mais aussi pour enquêter sur la vérité d'un crime ou gouverner efficacement l'État, parce qu'il y a aussi ce revers-là, il y a aussi cet usage-là des équivoques et des restrictions. Alors je vous renvoie par exemple au jésuite Ribadeneira, qui a écrit Un prince chrétien opposé au prince de Machiavel, lequel était accusé d'enseigner le mensonge comme moyen du gouvernement. Eh bien, lui, le jésuite Ribadeneira, lui, développe un art de gouverner qui est fondé non sur le mensonge, mais sur les équivoques et les restrictions. Et de telles pratiques, selon certains, peuvent, j'ai dit que c'était dans des situations d'exception qu'on les utilise, mais là, il y a des positions plus ou moins laxistes, oui. Et pour certains, elles peuvent être étendues à tous les cas de la vie sociale où l'expression directe de la vérité est malvenue. Politesse, civilité, tact, etc. Donc voilà, ça c'est une solution, si vous voulez, à la prohibition augustinienne du mensonge. Et qui est les équivoques, les restrictions mentales. Et cette solution, elle est discutée avec une extrême véhémence au début de l'époque moderne. À la fois, elle est âprement défendue par ses partisans, nombreux, et dénoncée comme pire que le mensonge. Elle en redoublerait la duplicité, en quelque sorte. Et elle est pour beaucoup, ce conflit est pour beaucoup de la constitution d'une image négative de la compagnie de Jésus, des jésuites. Bien que les casuistes jésuites n'étaient pas les seuls, certes pas, les seuls partisans de ces accommodements. Mais ils sont devenus fameux par là, les casuistes jésuites. Alors je cite seulement Pascal, enfin le nom de Pascal, dans les Provinciales, qui consacre une lettre, la lettre 9, à cette question, et où il ironise sur ce qu'il appelle une vérité à voix basse et un mensonge à haute voix. C'est ça pour lui, la restriction mentale, c'est un mensonge à haute voix et une vérité à voix basse. Bon, mais il n'empêche que par-delà la querelle très dure autour de la licéité des équivoques et des restrictions mentales, qu'il existera longtemps, très longtemps, un consensus, en tout cas c'est le cas à l'époque où écrit Pascal, et où écrivent les jésuites et autres casuistes qui défendent les restrictions mentales, un consensus autour du fait qu'il y a bien, au moins, nécessité de tromper les hommes pour les gouverner. On ne saurait gouverner les hommes sans les tromper. Et voilà, il y a des textes qui font état de ce qui passe pour une maxime politique fondamentale, c'est-à-dire un véritable principe d'action, alors soit pour le déplorer, soit pour en faire une règle d'action, sont absolument légion. Dès le XVe siècle, le début du XVIe siècle en Italie, bon, il y a plein de noms que je pourrais citer. En fait, celui que l'on a retenu essentiellement, c'est Machiavel, donc je maintiendrai Machiavel, qui mobilise des autorités anciennes fort nombreuses, Homère, Platon, Aristote, Lucien, Tacite, pour donc justifier la pratique donc gouvernementale de la tromperie et éventuellement du mensonge. Mais simultanément, le mensonge reste le plus souvent, le plus généralement condamné comme tel, en tant que tel, et là même où on se trouve énoncé invariablement une fameuse maxime prêtée à Louis XI, et qui dit « Qui ne sait simuler et dissimuler, ne sait pas régner ». Alors, dès la fin du XVIe siècle, cette condamnation vise en priorité Machiavel, je l'ai dit. Machiavel,
comme celui qui aurait justifié et conseillé dans ses textes l'usage massif du mensonge en politique. Et de sorte que sont stigmatisés de toutes parts les disciples du secrétaire florentin, les politiques qui ne font pas scrupule de mentir, de trahir leur foi et de se parjurer. Mais voilà, avant, je dirais, avant de dénoncer, on a envie peut-être de dénoncer l'inconséquence ou l'hypocrisie de toute une époque, cette époque-là, il me semble qu'il convient d'abord de remarquer que dans une littérature où les distinctions scolastiques en fait, de la théologie morale et de la casuistique ont une place extrêmement importante et que l'on mineur d'ailleurs beaucoup trop, tromper est une chose et mentir en est une autre. Le mensonge, on l'a vu, c'est la duplicité du cœur. Il implique une pure et simple contradiction entre le discours et la pensée, et à ce titre, il est toujours un péché, une faute morale. Et ceci même lorsqu'on ment pour le bien public. Alors qu'il y a des moyens de tromper, négativement d'abord, en laissant autrui se tromper, par les équivoques par exemple, voire positivement, tout en restant en accord avec sa pensée, et donc sans mentir. Dès lors, si la tromperie et l'astuce sont employées à bien faire, à faire le bien public par exemple, eh bien, elles sont innocentes, voire bonnes. Et d'ailleurs, si le mensonge se définit par l'intention de dire le faux, il n'est pas sûr que l'intention de tromper entre dans l'essence du mensonge. Ça, c'est du moins ce que saint Thomas, dans sa somme théologique, essaie de démontrer. Alors, on voit d'une part combien la figure de Machiavel comme professeur du mensonge politique joue un rôle de repoussoir dans la plupart des textes, où l'on trouve cette maxime de Louis XI que je vous ai dite. Et donc toutes ces maximes qui chantent les vertus politiques du secret, de la simulation et de la dissimulation. Mais on peut remarquer qu'il en va ainsi, y compris sous la plume de ceux qui cherchent à défendre l'existence d'un mensonge licite en politique. Parce qu'il y en a, même si ils sont minoritaires, qui invariablement, alors par stratégie ou du reste par conviction, c'est très difficile à savoir, chargent Machiavel, ou en fait, du moins de réprimer les excès de Machiavel. Alors, on peut citer les noms de Baudin ou de Lipse, par exemple, qui sont des théoriciens politiques de première importance au début de l'époque moderne, et qui, à fait de dénoncer le Machiavel, disons, instituteur du mensonge, instituteur qui apprend, qui enseigne au prince le mensonge, et qui, en lieu et place de Machiavel, invoque d'autres autorités, et en particulier celle de Tacite, qui est très très abondamment utilisée, mais aussi de très nombreuses références sont faites au mensonge. Selon qu'on les interprète comme mensonge ou pas, ça c'est autre chose, à tout ce qu'on peut trouver dans la Bible. Donc je vous ai cité l'histoire d'Abraham, il y en a bien d'autres, voilà, ou encore à l'autorité des pères grecs que je vous ai cités également. Donc il y avait déjà tout un arsenal pour justifier la tromperie et éventuellement le mensonge, au moins dans le domaine politique. Mais l'interdit augustinien reste un rempart très puissant, d'où tous les subterfuges théoriques incroyables pour les contourner que j'ai rappelés, de bonne dissimulation, de prudence louable, de tromperie sans mensonge, etc. Mais ce qui est maintenu, c'est à la fois le plus grand consensus sur la nécessité à la fois morale et pragmatique de maintenir des secrets légitimes dans tous les domaines de la vie pratique et pour la Vulgate chrétienne,
la prohibition inconditionnelle du mensonge. Et c'est dans cette optique qu'il faut comprendre l'importance de la distinction très usuelle entre la dissimulation, qui consiste à maintenir une chose cachée, secrète, en faisant comme si elle n'existait pas, et qui est permise dans de très nombreuses circonstances. Je vous ai écrit au tableau le nom de Torquato Aceto, qui est l'auteur du petit traité et qui est devenu très fameux, de l'honnête dissimulation, de la dissimulation honnête. Donc la dissimulation qui est justifiable, qu'on peut justifier en de nombreuses circonstances, et la simulation, par contre, qui consiste à feindre que quelque chose existe, qui n'est pas. C'est-à-dire la dissimulation consiste à couvrir ce qui est, la simulation consiste à faire comme si quelque chose qui n'est pas était. Et la simulation, à ce titre, pose un problème majeur, elle est a priori en tout cas, extrêmement difficile à justifier. Et du reste, elle est très fréquemment définie comme mensonge par les actes. La simulation, ce serait le mensonge par les... C'est souvent défini comme étant le mensonge par les actes, mais pas toujours. Elle peut être aussi tromperie sans mensonge. Donc il y a beaucoup de discussions très complexes à ce sujet. Bon, mais alors dans ces conditions, le rejet, par exemple par Pascal, les jansénistes et tant d'autres, des équivoques et des restrictions mentales, considérés comme un nouvel art de mentir, ne pouvait faire à la fin l'économie d'une réhabilitation du mensonge officieux. Un grand retour du mensonge officieux. Alors, Luther l'avait déjà bien aperçu, qu'il niait d'ailleurs que le mensonge commis pour le salut de l'âme ou du corps en fut vraiment un, dans ses commentaires sur la Genèse, mais surtout, il fallait redéfinir les notions. Et c'est ce qu'accomplit l'école qu'on appelle le jus naturaliste, c'est-à-dire le droit naturel moderne. Et je vous ai indiqué au tableau les trois principaux fauteurs, les trois noms qu'il faut retenir, Grotius, Pufendorf au XVIIe siècle, et leur traducteur et annotateur, Barbeyrac, qui est actif entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et cette école ne définit plus le mensonge, et ça c'est absolument nouveau, dans le rapport de l'homme à Dieu, c'est-à-dire comme duplicité de l'âme et volonté vicieuse de tromperie devant le jugement de Dieu, mais dans le rapport de l'homme à l'homme. Dans le rapport de l'homme à l'homme, comme transgression de ce qui serait un pacte tacite de véridicité, sur lequel reposerait la vie sociale. Et donc, il s'agit de dégager les cas où ce pacte fondateur, ce pacte de véridicité qui unit les hommes en société, eh bien, il y a des cas où ce pacte est suspendu. C'est-à-dire où la vérité, ou plutôt la véracité, n'est plus due à autrui. Et dès lors, le mensonge officieux de la tradition devient une tromperie innocente qui se confond souvent avec un devoir pur et simple. Et à ce titre, il ne mérite même plus guère l'appellation de mensonge. Alors, Grotius, mais Grotius montre par exemple, essaie de montrer que pour les enfants et les fous, invariablement associés, à l'époque, dans les exemples pour montrer justement dans quel cas le mensonge peut être licite, parce qu'on tient pour une évidence qu'ils ne disposent pas de leur liberté de jugement. Et à ce titre, les mensonges faits pour leur bien sont parfaitement justifiés. Bon, alors la tâche est plus difficile pour les autres cas, traditionnels depuis Platon, et c'est toujours Platon qui est cité, les autres cas de tromperie licite. Par exemple, le mensonge aux malades,
les fausses nouvelles destinées à relever le courage défaillant des soldats, toutes les tromperies exercées par un supérieur sur ses inférieurs pour leur avantage public ou particulier, etc. Mais Grotius emploie, et puis après ça suite Pufendorf, à expliquer d'abord pour le mensonge au malade ou au soldat qu'il y a, je cite, présomption de la volonté d'autrui, en ceci qu'il est certain, je cite, que celui à qui l'on parle, bien loin de s'offenser de l'atteinte qu'on donne à la liberté de son jugement, nous en saura bon gré à cause de quelque avantage qui lui en revient. Cette présomption, dit-il, je cite encore, a autant de force qu'un consentement exprès. C'est une maxime incontestable qu'on ne fait point de tort à qui consent. Donc il y a une espèce de consentement tacite à être trompé pour son propre bien. Bon. Et de plus, le mensonge du supérieur utilisé à bonne fin est justifié par le fait qu'il est reconnu au supérieur, au titre du pacte social et des dispositions qui en dérivent, un droit éminent, dit-il, un droit éminent sur les droits des subalternes, des inférieurs dans la hiérarchie des pouvoirs. De sorte que se trouvent justifiés, a fortiori, les mensonges politiques dans le cadre des hiérarchies existantes et donc d'un ordre établi, à la condition expresse toutefois que ces mensonges soient employés à l'avantage public ou particulier des victimes. Alors Pufendorf propose une autre solution, selon laquelle il n'y a pas même à présumer que le destinataire et bénéficiaire de la tromperie renonce à son droit à la vérité, mais c'est au nom même de ce droit que sont justifiées les bonnes ruses, simulation et dissimulation, droit au bien que ruse, simulation et dissimulation permettent de procurer. Je cite, « Il vaut mieux dire tout simplement que celui à qui l'on parle avait bien droit d'exiger que nous employassions nos paroles à lui procurer quelque bien ou à le garantir de quelque mal, mais non pas que nous les fissions servir à produire un effet directement opposé. Or, c'est ce qui serait arrivé si on lui eût donné à entendre la chose telle qu'elle était, sans aucun déguisement. » Voilà. Bon. En fait, ça va plus loin parce que on pourrait croire que le bénéfice politique de ce droit de mentir consiste exclusivement en une justification donc politique, morale et juridique du mensonge des gouvernants. Mais, en fait, il concerne aussi, plus discrètement, mais d'un point de vue historique, ça me paraît tout à fait décisif, les individus eux-mêmes dans leur relation aux institutions de l'État lorsque les droits fondamentaux sont en jeu. Lorsque, par exemple, pour certains auteurs, un accusé risque sa vie devant un tribunal, alors le recours au mensonge est reconnu licite conformément donc au droit naturel. C'est quelque chose d'ailleurs de très proche avec l'esprit de ce que les anglo-saxons appellent l'habeas corpus, le droit coutumier. Bon. Bien. Là-dessus, si je puis dire, d'ailleurs là on arrive à la fin du XVIIIe siècle, et cette fin du XVIIIe siècle, pour l'histoire en tout cas des discussions autour du mensonge, eh bien elle est marquée sans aucun doute par une polémique extrêmement virulente entre Benjamin Constant et Emmanuel Kant sur le droit de mentir. Benjamin Constant, qui est l'héritier, qui n'est pas que, mais qui est l'héritier sans aucun doute de Grotius et de Pufendorf, affirmait que dire, je le cite, que dire la vérité n'est un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité, c'est-à-dire qui se montrent dignes de la vérité. Or, nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. Nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. Ça, c'est une citation des Réactions politiques, chapitre 8. Et Kant, lui, s'oppose farouchement à ce droit-là, ce pseudo-droit-là, pour lui, ça n'en est pas un, en affirmant, croyant réitérer, mais il innove en croyant réitérer,
le devoir inconditionnel de vérité de la tradition chrétienne. C'est-à-dire, il adopte une attitude radicale, on ne peut plus radicale, mais beaucoup plus radicale en fait qu'Augustin, puisqu'il va jusqu'à soutenir que la vérité est due, quel que soit l'interlocuteur. Y compris, ça c'est le cas extrême reformulé comme une objection pourtant rédhibitoire par Constant, y compris la vérité est due au meurtrier qui rechercherait votre propre père pour le tuer. Et ceci parce que le mensonge se définit pour Kant comme, je cite, une déclaration volontairement fausse faite à un autre homme, et sans que l'on ait besoin de rechercher de surcroît le préjudice d'autrui, comme le prévoit le droit. Car, je cite Kant, en rendant inutile la source du droit, elle est toujours nuisible à autrui, sinon à un autre homme, du moins à l'humanité en général. Dire, le menteur, ce qu'il dit explicitement dans la doctrine de la vertu, devient moins qu'une chose. Devient moins qu'une chose, parce qu'une chose, elle est ce qu'elle est, là où le menteur renonce à ce qu'il est, c'est-à-dire à sa propre humanité, à ce qui le fait homme. En effet, je cite, la communication de ses pensées à quelqu'un à travers des mots qui contiennent intentionnellement le contraire de ce que le locuteur pense à ce sujet est une fin directement opposée à la finalité naturelle de la faculté de communiquer ses pensées, par conséquent, un renoncement à sa personnalité, c'est-à-dire à sa personnalité au sens de sa personnalité humaine. Alors c'est une position extrême, extrémiste, qui est loin de faire à l'unanimité à son époque. Même Rousseau, qui est l'homme, donc Rousseau, qui pensait que toute sa vocation était la véracité et la sincérité sans limite, eh bien même Rousseau admet l'existence de mensonges innocents. Et même de mensonges, les mensonges innocents, pour lui, ce sont les fictions qui ne nuisent à personne, enfin, des histoires qui sont un peu données pour vraies, mais qui, le type galéjade, enfin, bon. Mais il parle également de mensonges magnanimes et vertueux, Rousseau. Par exemple, il y a plusieurs exemples, mais dans les rêveries du promeneur solitaire, il donne cet exemple du mensonge qu'il a fait au sujet de sa main écrasée par un ouvrier pour protéger l'ouvrier qui lui avait occasionné la blessure sans le vouloir. Donc il parle de mensonge magnanime. Mais à la fois à proximité de Rousseau et de Kant, parce qu'il n'en demeure pas moins qu'avec Rousseau, eh bien, c'est le triomphe de l'éthique de la sincérité, de la transparence des sentiments, qui appréhende spontanément la dissimulation comme un défaut psychologique, sinon comme une faute morale. C'est-à-dire tous ceux qui pouvaient être exaltés comme une forme de vertu, relevant de la prudence, la dissimulation, devient avec Rousseau et à travers cette éthique de la sincérité et de la transparence, quelque chose en soi suspect, susceptible d'être mauvais en soi. Alors au même moment, et ça c'est fondamental, on commence à s'interroger sur la légitimité politique du mensonge, qui donc jusque-là n'avait jamais été véritablement mise en cause. Peut-être qu'il y a une exception à faire, on en trouverait peut-être d'autres, mais c'est le Spinoza du traité théologico-politique. Bon, mais c'est vraiment premier où Spinoza met en cause la légitimité du mensonge politique. Mais en 1780, l'Académie de Berlin, donc à l'instigation d'Alembert, soumet à concours la question, auquel vont répondre plein de gens, donc chacun dira de sa réponse sous forme de dissertation, est-il utile de tromper le peuple? Est-il utile de tromper le peuple? Et Condorcet, en particulier, répond par une dissertation qui se termine par ces mots, que je vous cite, de toutes les erreurs nuisibles, l'opinion qu'il y a des erreurs utiles aux hommes est la plus dangereuse, elle renferme toutes les autres. Et bon,
citerai également Helvétius, qui donc au même moment, réfute le vieux lieu commun selon lequel la divulgation des vérités par les philosophes ne peut qu'avoir des conséquences politiques et morales désastreuses. Ce sur quoi il y avait consensus, ou plus ou moins consensus jusque-là, et je cite, « La révélation de la vérité n'est funeste qu'à celui qui l'a dit, car jamais elle ne fut la cause des troubles et du soulèvement, la connaissance du vrai, toujours utile aux opprimés, les mêmes aux oppresseurs. » Ça c'est Helvétius en Delon. De sorte que le recours platonicien aux fables de la superstition et de la religion pour tromper les peuples est désormais donc remis radicalement en question, battu en brèche et perçu comme le propre d'un usage despotique du pouvoir politique. Par contre, comme la révélation de la vérité est funeste à celui qui l'a dit, le philosophe doit s'attendre à des persécutions de la part des despotes. Et pour l'éviter, il n'a pas d'autre choix que de recourir à des précautions nécessaires et de pratiquer abondamment, et se justifiant ainsi de le faire, pratiquer la dissimulation. Donc il faut dire, les Lumières eux-mêmes défendent les pratiques de dissimulation. L'anonymat des textes, les stratégies d'écriture adéquates, etc., permettant d'échapper aux censures et à la persécution. Voilà, donc ce combat contre le mensonge politique, qui est de fait, qui est inséparable des idées républicaines modernes, qui est ainsi historiquement inséparable de la promotion d'une éthique de la sincérité et de la véracité, qui rejette avec horreur, du moins dans les discours, les relations sociales fondées sur le secret, la dissimulation et la simulation de la vie, disons, de la vie curiale, en particulier la vie de cour d'Ancien Régime. Cette conception désormais négative des intrigues et du fonctionnement du modèle curial en tant qu'identifié à la pratique systématique de l'artifice, de la duplicité, de la simulation et de la dissimulation. Et donc, dévalorisation politique et éthique du secret semble conduire irrémédiablement à son rapprochement, sinon même à sa confusion avec le mensonge. D'autant plus que le mensonge tend à absorber toutes les procédures déceptives dont il était justement distingué au nom d'un usage du secret qui pouvait être parfaitement légitime, voire contraignant. Tromperie passive, dissimulation, équivocité, tout ça, ça devient du mensonge. Alors, là, je vais faire un grand saut dans le temps pour aller vite et conclure. Oui, je saute à l'époque contemporaine pour m'arrêter un instant, et puis je reviendrai rapidement en arrière pour citer un grand auteur. Une chose troublante, c'est que les études contemporaines de psychologie expérimentale montrent le souci des acteurs sociaux, de vous et nous donc, à la fois souci éthique et pragmatique, et alors ça tout est dans le et, souci de privilégier dans toutes les, ou dans de nombreuses en tout cas, situations embarrassantes de la vie quotidienne, des formes de tromperie passive au mensonge pur et simple. Et ceci, précisément, en utilisant spontanément des propositions équivoques, des sous-entendus, des demi-vérités, etc. Alors, c'est très frappant parce que ces travaux, pour moi, qui suis plutôt un spécialiste du début de l'époque moderne, à l'insu des chercheurs qui les conduisent, eh bien, ces travaux retrouvent de manière frappante les solutions proposées par les casuistes du début de l'époque moderne, de la fin de la Renaissance, même un peu avant, pour faire face aux nécessités de la vie tout en se soumettant aux impératifs de la morale chrétienne.
C'est-à-dire que ce que montrent ces études, c'est que les conduites effectives mettent en œuvre une casuistique complexe où soucis éthiques et intérêts pragmatiques sont étroitement enchevêtrés. Hein, en tout cas, une casuistique, dans tous les cas, autrement plus fine que ne le proposent généralement les ouvrages de philosophie morale ou politique qui, le plus souvent, continuent à considérer comme mensonge, indifféremment, toutes les formes de propositions déceptives. Or, il se trouve que les acteurs, c'est-à-dire vous et nous, eh bien, dans les situations concrètes de la vie, hein, eh bien, nous agissons autrement. C'est-à-dire que nous avons... il est rare que nous... tout dépend des individus et des circonstances, mais ce que montrent ces études, en tout cas, c'est que dans des situations très concrètes du genre une amie à vous se présente dans une tenue que vous trouvez horrible, mais qu'elle est très fière de vous montrer comme étant sa dernière acquisition, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, soit vous dites la vérité et vous la vexez horriblement, hein, soit vous mentez complètement, vous dites elle est magnifique, soit vous tergiversez, c'est-à-dire vous dites ouais, bon, enfin, bon, bref, et c'est ce que font les gens. Alors pourquoi on choisit des comportements, des attitudes, des propositions équivoques et pas pourquoi on ne dit pas la vérité, ça c'est clair, c'est facile à comprendre. C'est tout simplement parce qu'on s'aperçoit à travers des exemples comme ça que dire la vérité en toute situation eh bien, rendrait toute espèce de vie sociale absolument impossible. Donc ça c'est ça. Mais pourquoi on ne ment pas purement et simplement? Alors, est-ce que c'est par souci éthique ou bien c'est par... c'est par souci éthique, oui, on ne veut pas mentir, à proprement parler, on ne veut pas mentir. Seulement, il faut tenir compte d'un paramètre extrêmement important, à savoir que, à la différence du menteur, l'équivoqueur, appelons-le ainsi, il est presque impossible de le prendre en défaut. C'est-à-dire, le recours à l'équivocité est d'une redoutable efficacité pragmatique. Parce que le menteur, il prend toujours le risque de se faire piéger, hein, d'être confondu. Alors que l'équivocateur, lui, il adopte une attitude, un comportement qui lui permet toujours de s'en sortir. Donc il y a une puissante efficacité pragmatique qui vient remettre en question, en doute, ce qu'on pourrait penser relever d'une persistance, si vous voulez, profonde d'une orientation éthique de nos actes, de nos paroles. Voilà, donc ça c'est juste pour poser les choses de manière problématique à partir de cas concrets. Alors, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il pourrait sembler urgent de tenter de dépasser le paradigme, parce que le paradigme augustinien, laïcisé, simplifié et durci par Kant, du mensonge tel qu'on l'a vu, hein, parce qu'il demeure prégnant, ce paradigme, il demeure prégnant. Il me semble par exemple reconduit à travers un concept contemporain qui a beaucoup d'importance, de principe de coopération, ce principe de coopération qu'on donne comme fondement à la communication humaine, et suivant laquelle la tromperie en toute situation serait un usage perverti des signes. Ça, on le trouve partout. Bon, il y a un penseur qui nous aide peut-être à penser autrement. Et je ne suis pas spécialement Nietzschean, mais c'est Nietzsche qui a soutenu, longtemps après, et avec, et en les connaissant, les sophistes grecs, parce que c'est référence en l'occurrence. Alors je pense en particulier à son texte
qui s'intitule Introduction théorique sur la vérité et le mensonge extramoral, et pour lequel il est possible de considérer que la ruse, ce que les Grecs nomment métis, est première, absolument vitale, et la vérité secondaire. Et Nietzsche considère que la tromperie et tous les moyens linguistiques de la mettre en œuvre, équivoques, etc., constituent le premier moyen par lequel l'animal humain se rapporte au monde, et conçoit la société, laquelle exige cependant, pour se maintenir, l'adoption de règles communes. Et c'est ce que Nietzsche appelle l'obligation de mentir selon une convention ferme, de mentir grégairement dans un style contraignant pour tous. Ces règles communes, donc des règles communes à respecter, sans lesquelles la société ne pourrait pas tenir, mais qu'il conçoit de manière provocatrice, comme toujours, et en inversant ce travail d'inversion systématique des valeurs, comme une façon de mentir collectivement, de manière grégaire, et en s'imposant des règles du jeu, d'un jeu qui serait celui de la ruse et du mensonge. Alors ces règles communes, cette idée de règles communes me plaît beaucoup, n'exclut pas la distinction entre tromperie ou ruse et mensonge, qui est proprement créatrice de sens et de culture, en tout cas dans notre tradition, mais il s'agit donc d'en contrôler et d'en régir le cours. Donc c'est énorme, c'est un renversement de perspective qui pose la ruse et la tromperie comme étant première et la vérité seconde, et conçue comme finalement, mentir selon une convention ferme, comme dit Nietzsche, qui permet de reconsidérer la distinction pleinement légitime entre dissimuler et simuler, mais aussi entre tromper et mentir, de façon à comprendre pourquoi les acteurs humains adoptent, de préférence au mensonge stricto sensu, des conduites déceptives destinées à tromper, à la fois plus faciles à légitimer et plus efficaces, comme je disais. Alors cette inversion, paradoxalement, l'inversion nietzschéenne, donc, je le laisse à votre appréciation, bien sûr c'est pour lancer la discussion, pourrait de surcroît fonder une éthique sociale de la tromperie et de la véracité, fondée sur la conscience à la fois de leur relativité et du caractère contraignant des règles de la vie sociale, supposant une éducation assumée à la défiance, ou disons à la confiance limitée, et qui me paraît être une alternative à cette conjonction schizophrène, impossible, mais pourtant réelle, que nous vivons au quotidien, cette conjonction hypocrite de la morale la plus stricte et de la promotion spectaculaire du mensonge en plein jeu. Voilà. Donc là, je m'arrête. On me fait des signes derrière. Voilà. Alors, comme je n'ai pas de montre, je ne sais pas combien il nous reste de temps pour discuter. Il reste une demi-heure. D'accord, très bien, très bien, très bien. Très bien. Je pense que c'est un sujet sur lequel, j'espère, sur lequel nous avons tous des choses à dire. Dans ce cas, je vous propose immédiatement de poser des questions, de faire des commentaires, de réagir d'une manière ou d'une autre. Pour revenir à Saint-Augustin, je pense à la phrase qu'on attribue à Saint-Augustin, qui est fort connue, c'est « aime et fais ce que tu veux ». Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une distinction entre, il aurait pu dire aussi
aime, mais tu ne peux pas dire ce que tu veux. Il y a là une contradiction. Or, je veux dire que il n'est pas en accord. Il n'est pas en accord avec ce qu'il dit quand il dit aime et fais ce que tu veux. Parce que si on pense que pensée, parole et action ne peuvent être qu'en accord, le dire est aussi dans le faire. Si je me fais comprendre, c'est une action en voix, en parole, mais comme une action en mouvement. Oui, oui. Donc il y a là quelque chose qui... je ne sais pas, pourquoi serait-il en contradiction parce que son souci, justement, vraiment proprement, l'éthique et théologique, c'est de proposer un modèle du moral dans lequel il n'y ait pas de place pour la duplicité. Donc il faut être en accord, il faut être en accord avec ses propres pensées dans ses paroles et ses actes. Ses actes de parole et ses actes qui ne sont pas de l'ordre de la parole, dans ses actes. Et c'est cette... voilà, c'est la duplicité qui tue l'âme. C'est la définition du menteur comme cœur double, c'est la duplicité qui tue l'âme. Elle tue l'âme parce que justement, alors là, moi je ne suis pas un bon spécialiste de la théologie de l'amour chez Augustin, mais parce qu'elle détruit l'amour, elle détruit le rapport, elle détruit l'amour, donc le rapport de l'âme individuelle à Dieu, qui se doit d'être amour en Dieu, et elle détruit la charité qui est l'amour pour autrui. Donc c'est ce double aspect de l'amour qui est mis en cause, radicalement mis en cause par le péché du mensonge. Le mensonge ne saurait être que pécamineux, et il ne saurait être... voilà, il n'y a pas de mensonge véniel possible. Ça, c'est très étonnant chez Augustin. Le mensonge, c'est toujours gravissime. Ça ne peut être que gravissime. Le mensonge est toujours un péché mortel. Parce qu'il tue l'âme. C'est très étonnant. C'est très étonnant et c'est très nouveau dans la pensée occidentale, pour le coup. Et en tout cas, c'est le préalable. Enfin, on ne peut pas... le rigorisme kantien est une laïcisation de cette pensée augustinienne. Sauf que Augustin a un soin, disons, un souci constant à rendre sa morale praticable. D'où les exemples multiples qu'il prend et cette solution extrêmement onéreuse qu'il propose de ne pas mentir tout en ne trahissant pas et en disant que l'on connaît la vérité mais qu'on ne la dira pas. En posant, alors donc, comme je l'ai dit, lui, il n'a rien développé, mais dans les distinctions qu'il fait, avec ce souci de distinguer les choses entre le secret légitime et le mensonge, il produit ces exemples notamment, et d'autres d'ailleurs, d'Abraham faisant donc, passer Sarah, sa femme, pour sa sœur, et donc en disant, il ne ment pas, parce que son souci constant à Saint-Augustin, c'est de montrer qu'il n'y a pas les patriarches, qui sont des modèles de vertu, ne pêchent pas. Et que donc, il n'y a pas de péché. Donc, soit il y a une interprétation morale, si vous voulez, une interprétation morale directe possible de leurs actes, de leurs paroles, lorsqu'ils paraissent avoir eu une conduite immorale,
mensonge ou autre, soit on doit interpréter ses actes et ses paroles de manière figurée, de manière allégorique. Enfin, bon, j'ai peu dérivé, je ne sais pas si je vous ai répondu d'ailleurs. Enfin, moi je ne vois pas où il est, la question, je ne vois pas la contradiction, je la perçois pas vraiment, en tout cas, dans son... En ce sens que s'il place l'amour au-dessus de tout, l'amour couvre le mensonge, parce que si le mensonge est fait justement pour le bien d'une autre personne ou par amour, il aurait dû admettre aussi le mensonge dans des conditions... c'est mon avis. Oui, là, il aurait été en contradiction. Là, il aurait été en contradiction avec son propre principe selon lequel, même si le mensonge, bien sûr qu'il reconnaît qu'il y a de multiples mensonges qui ont de bonnes fins, et qui peuvent être faits par amour. Mais du fait qu'il s'agit de mensonges, eh bien, il s'agit d'actes et de propos foncièrement, viscéralement, essentiellement viciés, du fait même de la duplicité de cœur impliquée par le mensonge lui-même. Donc, il n'y a pas de place dans cette doctrine pour, pour que soit acceptable le recours à de mauvais moyens justifiés par de bonnes fins. C'est pas une morale conséquentialiste, c'est une morale des principes. D'autres questions? Vous avez parlé des équivoques. Oui. Il me semble qu'il y a pas mal de textes dans le bas Moyen-Âge qui traitent des équivoques. Oui, mais oui. en revanche, le terme équivocateur que vous utilisez, je ne l'ai jamais entendu. Ah oui, alors, il est très utilisé, oui, non, il existe. Oui. Il est très utilisé en anglais, equivocator, et il est même encore aujourd'hui utilisé d'ailleurs. Bon, d'ailleurs, dans Shakespeare, il y a je ne sais plus dans quelle pièce, il y a une référence à ce jésuite. Les jésuites étaient clandestins en Angleterre, comme vous savez, et l'un d'entre eux s'était défendu devant la cour en recourant à des équivoques et surtout en défendant publiquement la pratique des équivocations. Et Shakespeare, comme tous ses contemporains, le traite d'équivocateur, ce qui n'est pas très positif. Maintenant, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai dit équivocateur parce que le mot existe. Ça, c'est sûr, le mot existe. Maintenant, c'est vrai qu'il est très peu utilisé en français. Mais Pascal, par exemple, ne l'utilise pas. Il utilise des périphrases. Mais enfin, voilà, c'est comme ça qu'il s'agit. L'équivocateur, c'est celui qui équivoque. Voilà. Il est forgé à partir de l'anglais. Non, il est forgé. C'est l'anglais qui est forgé à partir du latin du Moyen-Âge, enfin du latin d'Église. A-t-il été utilisé en français parce qu'il était en anglais? Non, certainement pas. Je vous ai simplement dit que là où il était le plus utilisé, à ma connaissance, c'était en domaine anglais. Maintenant, il existe en français. Mais alors, d'où vient-il? Très probablement directement du latin, voilà, du latin des casuistes, quoi, voilà, des pénitentiaires. Enfin, bon, c'est vraiment secondaire, non? Il me semble que vous avez dit, je crois, que le combat contre le mensonge est une nécessité politique pour d'aucuns. C'est-à-dire, pour nous, oui, aujourd'hui, oui, c'est clair. Depuis les Lumières, c'est un gros problème, le mensonge politique, puisque la démocratie, c'est le régime
des représentants du peuple, et donc si les représentants du peuple mentent au peuple, ils semblent trahir leur mission. Non, c'est aussi simple que ça. C'est peut-être souvent le cas. Ah oui, non, mais ça, c'est souvent le cas, on est tous d'accord. C'est ça le problème. C'est que, mais peuvent-ils faire autrement? Peuvent-ils faire autrement? C'est ça la question qu'il faudrait quand même se poser un jour. Est-ce qu'il est possible d'exercer le pouvoir, y compris un régime en démocratie, sans recourir au mensonge? C'est la question qu'il faut affronter. Et qu'on n'affronte pas, parce que c'est une question extrêmement dérangeante. Oui. Bon, on revient sur le sujet du mensonge en vie politique, mais la société vit dans le mensonge. Depuis la médiatisation de tout, pas seulement de la vie politique, mais de tout, même de la vie privée, nous vivons dans le mensonge. La publicité, qui nous envahit, c'est du mensonge. Sauf que quand il y a certaines réactions, c'est du mensonge. Alors, vous avez parlé de dissimulation. Oui, il y a, au niveau politique, il y a des dissimulations nécessaires. Les secrets militaires, par exemple. On ne va pas mettre sur la voie publique le code qui permet à un président d'un pays nucléarisé de lancer la fusée. Bon, dans les commissions, on ne dit pas, dans les commissions de défense nationale de tous les parlements, on ne dit pas où on achète les armes, à qui on vend les armes, et ainsi de suite. Bon, il y a aussi une protection du pouvoir législatif. Le pouvoir, dans beaucoup de parlements, on ne discute pas. On discute du budget de ce Parlement secrètement, sans les journalistes. Donc, il y a tout. Il y a au niveau législation sociale, les secrets de fabrication sont défendus, et celui qui révèle les secrets de fabrication est licencié sur le champ. Donc, il y a véritablement le mensonge, la dissimulation aussi. Bon, je vais pas commencer à faire une dissimulation là-dessus, mais nous vivons là-dedans. Et ça, il faut en être conscient. Et alors, il y a un débat qui se fait depuis la nuit des temps, vous l'avez bien exposé, mais le problème, c'est que le mensonge, il s'apprend. Le mensonge, nous sommes une société qui est enveloppée, qui devient enveloppée par ce mensonge. Oui, alors je ne sais pas si on peut être aussi catégorique. Alors, il y a deux choses. D'abord, pour ce qui est le mensonge est partout, nous sommes absolument, le mensonge serait englobant dans notre culture, dans notre société. Si on conserve au mensonge le sens extrêmement fort qu'il possède dans notre tradition, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que par exemple, vous avez pris comme exemple la publicité. On parle de publicité mensongère et non mensongère, donc déjà on fait une distinction entre une publicité qui est acceptable et une qui ne l'est pas. Celle qui ne l'est pas, c'est celle qui relèverait du mensonge, justement. Donc ça implique qu'on ne conçoit pas la publicité non mensongère comme relevant du mensonge. Et pourquoi on ne la conçoit pas comme relevant du mensonge? Parce que nous ne sommes pas dupes. C'est-à-dire, ou pas entièrement dupes. C'est-à-dire que la publicité s'accompagne d'un protocole, si vous voulez, d'interprétation tel que, si nous sommes normalement constitués, nous savons que nous ne devons pas, que nous n'avons pas à croire la publicité sur parole, et nous ne le faisons pas. Donc, il y en a qui le font, et c'est un bien pour eux. Non, mais c'est bon, d'accord, mais donc on ne peut pas, par exemple, identifier langage publicitaire et tout langage publicitaire et mensonge. Je dis on ne peut pas le faire parce que dans notre manière même d'en parler, nous faisons la distinction entre publicité mensongère et publicité non mensongère. Donc, de la même façon qu'on pourrait...
c'est pas de la même façon que on a le droit de dire que c'est du chocolat 100% cacao quand il n'y en a que 40%. Est-ce que c'est pas quand même de l'ordre du mensonge? Mais là, c'est un mensonge institué, socialement institué. Mais on n'a pas le droit de dire qu'il y a 100% de cacao s'il y en a 40%, non, normalement. On peut dire pur porc quand il n'y a que 30 ou 50% porc. Oui, mais parce qu'un tout petit, il a écrit autre chose, sinon, quelque part. Non. Non, il y a des... Bon, tout ça est... Non, mais d'accord. Bon. Je veux dire par là que dans notre vie quotidienne, et immergée que nous sommes, ou de la même façon dont on perçoit... peut-être au début, mais maintenant que la télé-réalité a envahi nos écrans, est-ce que, je pense que les téléspectateurs ont quand même rapidement compris qu'ils avaient affaire à de la fiction et pas de la réalité, que c'était la réalité entièrement fictionnée que celle de la télé-réalité. Et donc, voilà, est-ce que, oui, c'est un mensonge en plein jour, je dis oui, c'est un mensonge en plein jour. À la fois, le téléspectateur n'est pas dupe, et c'est au fond ce qu'il va rechercher, c'est aussi le plaisir dans sa consommation de la télé-réalité, de ne pas être complètement dupe de ce qu'on lui, de ce spectacle qu'on fait semblant de lui, fait semblant de lui présenter comme lui montrant une réalité, alors que non, il s'agit d'autre chose. Enfin, je veux dire, c'est la question de tout ce qui existe au fond. Là, il y a foncièrement la question essentielle de ce qui distingue fiction et mensonge. La fiction, on peut dire le mensonge des romans, le mensonge du théâtre, le mensonge du cinéma, on l'a toujours dit. Mais à la fois, on a toujours fait la distinction entre ce qui est véritablement mensonger et ce qui relève de la fiction, parce que dans la fiction, tout simplement, il y a, on est sauf exception, on est conscient de ce protocole qui est le protocole fictionnel, et selon lequel on est à aucun moment nous sommes dupes. Ce que nous voyons au théâtre, nous savons que c'est du théâtre. Ce que nous voyons au cinéma, nous savons que c'est du cinéma, sauf s'il se prétend, évidemment, bon, ça c'est un autre problème. Ce que nous lisons dans les livres, dans les romans, nous savons que c'est des romans, donc de la fiction. Et là, c'est une distinction fondamentale. Le fictionneur n'est pas un menteur, à condition qu'il se présente comme tel, bien entendu. Hein, qu'il se donne comme tel. Voilà. Bon. Et puis l'autre distinction essentielle, c'est celle par rapport au domaine politique en particulier, mais dans tous les domaines, c'est la distinction qu'il faut maintenir, bien sûr, entre mensonge et secret. Malgré la tendance lourde à concevoir le secret comme spontanément, comme finalement une forme de mensonge. Mais c'est une distinction essentielle, et vous avez donc pris plusieurs exemples qui montrent combien il y a a priori il y a un consensus autour du fait que dans nos sociétés démocratiques, il y a des secrets politiques légitimes, comme il y a des secrets commerciaux légitimes d'ailleurs, bon, etc. Et donc il y a un consensus à propos de la légitimité de ces secrets. Et c'est vrai, je vous dirais que c'est vrai, et que ça montre bien, enfin, c'est vrai, sauf que les choses sont en train de changer, comme j'ai dit dans mon exposé, et lourdement en train de changer à travers la légitimité toujours plus grande que gagnent des groupes comme Wikileaks ou Anonymous dans une exigence inconditionnelle de transparence de la vie publique.
puis là, il y a quelque chose qui est en train de vraiment bouger, pour, à la fois pour le meilleur, sans doute, et pour le pire. Bon. Bon. Mais, vous voyez, le fait qu'on reconnaisse l'existence de secrets légitimes ne change rien à cette illégitimité politique du mensonge en régime démocratique, qui est un principe de base. Alors, c'est que le mensonge, en tant que tel et comme tel, est injustifiable. Mais là, la distinction, c'est bien joli. Ensuite, il y a les pratiques, évidemment. Et le problème, qui est le problème d'ailleurs de la relation simulation-dissimulation, qui est le problème de la relation mensonge-secret, à savoir, est-ce qu'il est possible de maintenir efficacement les secrets légitimes sans tromper, mentir massivement. Voilà. Est-ce qu'on peut préserver les secrets légitimes sans recourir au mensonge? Et on en revient au même problème que j'ai signalé, c'est-à-dire que de l'aporie de comment, en tout cas en politique c'est évident, comment exercer le pouvoir sans pratiquer d'une façon ou d'une autre, d'une manière discrète ou massive, le mensonge. Y compris, et d'abord en régime démocratique, puisque c'est celui qui nous occupe. Enfin, pseudo-démocratique, mais ça c'est une autre question, mais en tout cas, voilà. Depuis les Lumières, le mensonge a cessé d'être considéré, ou la tromperie en tout cas, comme inévitable et nécessaire dans les relations de gouvernant à gouverné. Attendez, je vais donner le micro derrière, je vous donne tout de suite. Oui, allez. Juste dans tout ce discours, on se positionne l'historien, puisqu'on l'appelle sur les tablettes de télévision, et c'est un garant de la vérité pour certains, alors que l'histoire, c'est aussi le reflet d'un courant, c'est le reflet de certaines sources qu'on a à certains moments, c'est le reflet d'une période, c'est aussi une vérité, mais qui peut changer d'un moment à l'autre. Même pour une même personne, la vision des choses peut carrément changer au cours de sa vie, au cours de ses découvertes. Oui, tout dépend. Alors, oui, on recourt à l'historien comme on recourt, enfin bon, l'historien est désormais l'un des experts qui sont requis dans la vie publique et qui sont convoqués pour justement être censés dire le vrai sur les questions. Si l'historien est honnête, il ne doit cesser de répéter qu'il n'est pas le détenteur, mais le dépositaire de la vérité de l'histoire, hein, qu'il en propose une lecture, une interprétation fondée sur la documentation, sur la recherche, et que cette vérité toute relative qui est la sienne est susceptible d'être mise en cause, discutée, etc. Mais il n'en demeure pas moins que l'historien, devant la pratique, voilà, devant la pratique mythique au sens de Platon, du mensonge, du mythe en tant qu'il est conçu, par Platon c'est clair, comme mensonge nécessaire, c'est-à-dire, par exemple, nos États-nations sont indissociables de la reproduction et de la transformation, d'ailleurs, de grands récits mythiques nationaux, hein, qui sont mensongers, très lourdement, massivement mensongers,
et par rapport auquel, effectivement, l'historien est extrêmement utile parce qu'il a, lui, les moyens, s'il fait son travail, de montrer, au moins, il a déjà un rôle négatif, enfin positif, négatif au sens de montrer, déconstructif si vous voulez, justement, il a les moyens par la documentation, par les sources, par les archives, de montrer tout ce qui relève, une partie en tout cas, de ce qui relève du mythe et de la falsification dans les récits dont se justifient les idéologies politiques. Donc, en ceci, l'historien, malgré tout, je prêche un peu pour ma paroisse, oui, peut dignement et honnêtement assumer un rôle de diseur de vérité, en ce sens-là. Comparable aux philosophes, aux sociologues. Monsieur Calais, je voudrais vous poser la question de savoir, à vous entendre, en démocratie, le secret d'État serait totalement illégitime. Ah, moi, j'ai pas dit mais ça. l'État de droit pourrait peut-être le justifier. Non, mais j'ai jamais dit qu'il était illégitime. J'ai jamais dit que le secret d'État était illégitime. Je dis ça, absolument pas. Je dis que ce qui est illégitime, c'est le mensonge d'État. C'est le mensonge d'État. Je dis aussi que le secret d'État, le consensus autour de la légitimité du secret d'État est, de fait, aujourd'hui, mise en cause, mise en question. Je n'ai pas dit que c'était moi qui le faisais, pas du tout. Et j'ai dit aussi que le problème que pose le secret d'État, tout légitime et consensuel qu'il soit ou qu'il était, c'est sa possibilité d'être effectif sans le recours à des mensonges d'État. Voilà. Parce que le secret d'État peut-il se passer du mensonge d'État? Voilà. Maintenant, sans secret d'État, est-ce qu'un État de droit serait possible, concevable? Voilà, ça c'est une question de fond qu'il faut poser, que vous avez. C'est ça que vous vouliez dire, en fait. C'est cela que vous vouliez dire. Alors, vous avez raison de la poser, la question. Voilà. Alors, moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et que je n'ai pas voulu dire. S'il vous plaît, est-ce que dans la littérature, quelqu'un a étudié ou formulé au moins le lien entre puissance et mensonge? Je m'explique. Quelqu'un qui est puissant n'a pas besoin de mensonges, il n'a pas besoin de dissimuler ses actes. Pour prendre un exemple tout bête, un roi de France, un roi d'Angleterre, n'a pas dissimulé ses maîtresses ou favoris parce que qui le jugerait? On y soit qui mal y pense. Mais d'autre part, si par exemple un docteur croit que son patient est assez fort, il peut lui dire la vérité à propos de sa maladie grave. Il n'a pas besoin de mensonges. Donc quelqu'un qui est puissant n'a pas besoin de mensonges. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la littérature? Les deux cas que vous avez pris sont très 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 différents l'un de l'autre. Alors ce qui les met ensemble, c'est la notion vous les mettez ensemble à travers la notion de puissance. Et je ne sais pas si on peut utiliser la notion de puissance de la même avec, comment dire, s'il n'y a pas un usage équivoque de la notion de puissance, là, pour le coup. Parce que le roi de France, sa puissance, c'est celle du pouvoir. Qu'il n'ait pas besoin de mentir, ça, alors là, ça c'est très 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 discutable, parce qu'il n'a peut-être pas besoin de mentir sur ses maîtresses. Au contraire, d'ailleurs, ici il peut mentir dans l'autre sens, parce que plus il démontre son exceptionnalité dans sa vie privée, et plus c'est susceptible de, en fait, d'être favorable pour son image. C'est ce qu'on a dit, besoin de démontrer. De France, d'ailleurs,
de démontrer leur virilité par leur vie privée, donc, et l'exhibition de cette vie privée. Non, le fait d'être détenteur du pouvoir ne permet pas de ne pas recourir au mensonge. Non, au contraire, enfin, celui qui détient le pouvoir, il ne le détient sur autrui, et là je pense, je ne parle pas simplement du pouvoir souverain, de toute détention du pouvoir, quelle qu'elle soit. Il me semble qu'un pouvoir, donc ça c'est la distinction entre le pouvoir et la force brute, celui qui détient un pouvoir, il ne détient ce pouvoir que parce que ce pouvoir, la légitimité de ce pouvoir lui est reconnue, sinon il n'existe pas. C'est parce qu'il reconnaît le pouvoir qu'il affirme posséder. Et s'il affirme ce pouvoir, posséder ce pouvoir, c'est toujours à travers des procédures par lesquelles il arrive à convaincre autrui qu'il possède des capacités et des savoirs que les autres n'ont pas ou pas au même degré. Et donc ça implique toutes des procédures de réservation et de falsification de l'information. On pourrait poser le fait que toute relation de pouvoir implique des relations de réservation et de falsification de l'information entre celui qui détient le pouvoir et ceux qui sont soumis à son pouvoir, quel qu'il soit. Donc, il n'y a pas pire menteur de ce point de vue que celui qui détiendrait un pouvoir. Maintenant, le mensonge est susceptible aussi de relever de la force des faibles. C'est-à-dire que le faible, quand il n'a rien d'autre pour se défendre, il lui reste la dissimulation, la simulation, la tromperie et le mensonge. Bon, les exemples sont légion. Donc, de ce point de vue, la pratique du mensonge est finalement, encore une fois, universelle. D'accord, on est d'accord. Après, pour l'exemple du médecin, l'idée que on peut dire la vérité au malade s'il est suffisamment fort, s'il est capable de l'entendre, ça c'est intéressant parce que c'est pas une idée, c'est une idée très moderne. En fait, c'est une idée très moderne. Là aussi, il y a eu un consensus tout au long des siècles. Donc, c'est déjà chez Platon et jusqu'à une date très récente, le mensonge médical le mensonge, comment qu'on l'appelle, voilà, est une chose parfaitement acceptée et acceptable. Et a cessé de l'être. Et alors, sauf que dans la pratique, on sait très bien, les praticiens savent très bien, que le fait de dire la vérité à tout le monde et dans n'importe quelle situation, ça peut être absolument criminel, suivant les cas. Et donc, on établit ce critère qui vaut ce qu'il vaut, qui est au cas par cas. Voilà le critère sur lequel il y a des sujets, des individus qui sont capables d'entendre, de supporter la vérité, et d'autres non, auxquels on va la taire, et auxquels on va mentir, ou devant lesquels on va équivoquer, enfin devant lesquels on va cacher leur état de santé, auquel on va cacher leur état de santé, quoi. Foncièrement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la question du mensonge médical, c'est vraiment une question formidable. Il y aurait il y a des travaux, des travaux en histoire des sciences, des travaux. Bon, mais enfin, il manque d'une réflexion de fond quand même sur dans le long terme, cette question du mensonge médical et du rôle de la tromperie et du mensonge dans l'art médical. Si personne ne souhaite plus absolument intervenir en public,
rien n'empêche de poser encore des questions en privé. Je remercie beaucoup Jean-Pierre Cavalier. Merci le public attentif et chaleureux. Alors, dans 15 jours, nous allons aborder une toute autre question, avec la question du faux dans l'art, où Gilles Rémy va essayer de nous montrer que la question ne se pose pas de la même manière dans les différents arts, et que par exemple en peinture ou en musique, le faux ne veut pas dire la même chose. Si vous suivez également le cycle sur le 19e siècle, lundi prochain, Thomas Boucher viendra parler des barricades. Et il m'a confié, ce qui pourrait vous intéresser, qu'il a trouvé un épisode de barricades à Mons, dont il nous parlera notamment. Voilà.